Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 9 octobre 2020. Le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit sans scrupule sa stratégie de retour de la Turquie au premier rang des puissances internationales. Ces dernières années, la Turquie s'est impliquée sur différents terrains en Syrie, en Irak et dans la guerre libyenne. Et plus récemment, les forces turques se sont opposées à la Grèce, autour des forages en Méditerranée orientale. Pointé du doigt pour le commerce avec le groupe terroriste Daesh, le président turc est accusé d'avoir attisé le feu de la guerre au Karabakh. Pour de nombreux analystes, il est probable que le président turc initiative préalablement dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ses ambitions, la Turquie d'Erdogan dans la région, voire dans le monde, et c'est en effet conséquence pour la région des principaux acteurs, y compris là notamment en ce qui concerne le conflit Karabakh. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est presque le même schéma. En Libye, le sultan Erdogan a déclenché, aux côtés de ses amis israéliens et émiratis, une vraie fausse guerre sur la demande US, guerre qui a visé moins le pillage du pétrole et du gaz déjà largement pillé de la Libye que le déploiement de l'axe US-OTAN sur la frontière avec l'Algérie. Le même sultan vient de déclencher une guerre identique sur base d'un conflit vieux de plusieurs siècles et qui refait soudain surface, alors même que les USA, puissance en total déclin, s'essoufflent dans le golfe Persique, poussés vers la porte par l'Iran et ses alliés russes et chinois. Or, cette guerre Arménie-Azerbaïdjan se déroule sur les frontières du nord-ouest iranien et a pour objectif patent l'implantation de la Turquie et partant de l'OTAN sur les frontières iraniennes. Au regard des conquêtes territoriales que l'armée azerbaïdjanaise est sur le point de faire, une armée directement placée sous le commandement turc et israélien, l'axe US-OTAN-Israël travaille même à créer un corridor en plein territoire arménien qui donnerait sur les frontières avec l'Iran. Une chose est sûre, si les USA en sont désormais à embraser le Caucase, c'est qu'ils sont totalement dans l'impasse face à une montée en puissance de l'axe Iran-Chine-Russie. En Syrie et en Irak, leur échec est total. Au Liban, l'impasse est entière et même la normalisation n'a pas servi comme il faut leur dessein. La coalition Abraham composée d'une entité israélienne déjà aux abois et des golfiens parfaitement désarmés n'étant que des figurines. Reste une Turquie qui continue à manger à tous les râteliers sans comprendre qu'il y a des limites à toute chose. En effet, l'Iran suit avec une minutie les agissements d'Ankara, le remake de ce que la Turquie des frères musulmans a déjà accompli en Syrie, puis en Libye, à savoir le déploiement des terroristes takfiristes en République d'Azerbaïdjan, et ce sous prétexte du conflit du Haut-Karabakh. Selon des renseignements probants, une cellule composée de 18 officiers sionistes surveille aussi les combats. Quelques 900 terroristes auraient été transférés ces derniers jours de Syrie et de Libye vers la frontière du nord-ouest de l'Iran, juste au nord du fleuve Aras, qui sépare l'Iran de la République d'Azerbaïdjan. Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne avec Mme Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, et toujours depuis Paris avec Philippe Hugon, journaliste et analyste politique. Monsieur Hugon, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous et bonjour à tout le monde. Comme vous le savez très bien, M. Hugon, l'armée turque est déjà illégalement présente en Irak, en Syrie, dans la guerre libyenne, à Chypre
Et tout récemment, en effet, elle est impliquée dans le conflit du Karabakh. Elle est même accusée de soutenir militairement l'Azerbaïdjan. Est-ce que le président turc voit ce conflit comme un autre théâtre régional pour accroître sa prétendue influence sur la scène internationale, bien sûr dans le cadre de la restauration de l'Empire néo-ottoman? Ou alors ça c'est une question un petit peu difficile. Vouloir rétablir l'Empire ottoman, c'est une chose impossible aujourd'hui. Par contre, vous savez, le président Erdogan est une véritable girouette et il va où ses intérêts le conduisent. Alors, il a de temps en temps l'appui américain, de temps en temps l'appui russe. Je crois surtout qu'il cherche à déstabiliser toute la région, ce qui fait qu'il y arrive d'ailleurs pas trop mal, hein, puisqu'il crée quand même, il a créé quand même de nombreux conflits, que ce soit chez nos amis syriens ou en Iran, ou en Arménie, en Azerbaïdjan. Enfin, toute la région-là est maintenant fortement déstabilisée. On sait que c'est une région qui historiquement a toujours été une région un petit peu difficile à gérer, de par à la fois les problèmes religieux, mais également les problèmes économiques, les problèmes de ressources naturelles. Vous savez qu'en Azerbaïdjan, il y a beaucoup de pétrole, hein, donc, et que par ailleurs, la Turquie ne possède, elle, aucune richesse, enfin très peu de richesse dans son sol. Donc il est clair que la Turquie est en développement économique important depuis ces dernières années, bien qu'aujourd'hui elle soit dans une position économique catastrophique, puisqu'il y a 30 ans environ un chômage d'environ 30%, hein, bien qu'on donne un chiffre de 13,5% officiel, mais ce sont des chiffres absolument fantaisistes, hein. On sait aujourd'hui que la Turquie est dans une situation économique catastrophique, donc ça permet également de pouvoir exacerber un peu le nationalisme afin de se dédouaner de son incompétence à gérer son pays. Ce qui est catastrophique dans cette politique étrangère, c'est surtout de voir un président Erdogan capable d'aider les terroristes de Daesh, comme il l'a fait, avec l'aide de la France d'ailleurs, hein, à aller semer le chaos en Syrie, puisqu'il faut pas oublier que la Syrie a été victime de cette terrible déstabilisation par Daesh notamment, et des dizaines de milliers de morts, hein, faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, eh bien, on l'aide à déstabiliser également comment l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce qui, à mon avis, arrange pas mal de monde aujourd'hui, dans le sens où ça se permet de stigmatiser ce conflit et d'oublier les autres problèmes. Hein, d'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis. Hein, les États-Unis sont un pays en faillite financière, et de trouver un ennemi à qui on peut lutter et aider des gens sur le terrain comme ça permet de détourner l'attention. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans une époque absolument effroyable pour le monde, et surtout pour tous ces peuples-là. Je pense notamment aux Syriens qui ont subi tellement de massacres et tellement de vies gâchées pour rien. Et je trouve incroyable que la communauté internationale, comme l'ONU, n'ait pas condamné les États-Unis et la Turquie dans ces conflits. Merci infiniment pour ces précisions, M. Hugon. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Mme Midani. Mme Midani, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Bonjour et merci de votre invitation, et bonjour à l'ensemble de l'équipe Presse TV et à M. Hugon. Madame Midani, alors le président Erdogan s'est déclaré prêt à aider l'Azerbaïdjan dans le cadre du conflit du Karabakh par tous les moyens possibles. Alors la question qui se pose, est-ce que c'est une intervention militaire directe de la Turquie, ou pour mieux dire, pour reprendre M. Hugon, cette tentative de déstabilisation en effet ne risque pas de se retourner en effet contre le président Erdogan? En d'autres termes, est-ce que le président Erdogan, en s'impliquant en effet dans ce conflit, n'est pas encourageant en quelque sorte à sa faute? Écoutez, c'est très complexe parce que le président Erdogan, en agissant de la sorte, il travaille aussi pour le compte des Américains.
Rappelons-nous quand même que c'est un membre de l'OTAN, qu'aujourd'hui ses liens avec les États-Unis sont toujours très forts. Et donc là, c'est vrai, comme vous disiez, il essaye de raviver son vieux fantasme, la réalisation du pays ou de l'Empire ottoman. À nouveau, ce qui est un fantasme, et je suis entièrement d'accord avec M. Hugon pour dire que c'est complètement impossible aujourd'hui, mais il travaille quand même pour le compte des États-Unis et il travaille donc à la déstabilisation de la région du Caucase. Et donc l'Azerbaïdjan lui paraissait quand même une très bonne occasion puisque bonne partie de la population est aussi turkmène, qu'en même temps, comme il a été le pourvoyeur des terroristes aussi bien en Syrie, en Libye, il est en train de les recycler d'un endroit à l'autre, en fait, dans le monde, même aux frontières de la Grèce. Donc, c'est une occasion rêvée aussi à la fois pour déstabiliser à la fois l'ensemble de la région au profit des Américains, donc créer les mèches de feu aux frontières iraniennes, aux frontières russes, et aussi, donc ça sert beaucoup les Américains, mais pardon. Et aussi, en fait, avancer ses pions pour en faire une carte de pression pour négocier, améliorer ses positions en Syrie, en Libye, donc pour avoir un rapport de force face à la Russie. Donc tout ceci, c'est bien lié. Je rappelle aussi non seulement qu'il est le pourvoyeur des terroristes, mais que c'est un frère musulman aussi. En fait, c'est la tête de pont des frères musulmans qui essaye aussi qui travaille donc pour les États-Unis clairement, et donc aussi qui travaille en même temps aussi contre l'axe de la résistance, qui travaille aussi avec Israël. Donc, vous savez qu'en Azerbaïdjan, il y a aussi non seulement une direction turque, mais il y a aussi la direction du Mossad, les Israéliens qui jouent aussi beaucoup dans cette guerre en Azerbaïdjan contre les Arméniens et contre les Russes en même temps. Je rappelle aussi le contexte aujourd'hui où il y a une alliance qui s'est faite récemment donc entre les Émirats arabes unis, Israël et le Bahreïn, les administrations en fait de ces Émirats sous l'égide de Trump qui ont pactisé avec Israël. Là, c'est pas une normalisation des rapports, mais c'est un pacte réellement de coopération sécuritaire, militaire, culturelle, etc. Donc en fait, il œuvre de manière très zélée, je dirais, pour pousser encore mieux et plus en avant le plan américain qui est d'encercler l'axe de la résistance et puis d'affaiblir ses relations avec la Russie ou d'affaiblir la Russie et la Chine. Un dernier point aussi, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se trouvent aussi sur le chemin du grand projet chinois qui est la route de la soie et la ceinture de la soie. Et donc là, effectivement, le fait de créer diversion dans ces pays, ça affaiblit aussi les possibilités de réalisation de ces projets. Merci. Et puis ça les retarde de toute manière. Donc ça sert bien les Américains. Et aussi, en même temps, la Turquie se fait mousser en étant présente un peu partout. Merci infiniment. Monsieur Hugon, alors, selon de nombreux observateurs, en effet, aujourd'hui, toujours dans le cadre de ce conflit du Karabakh, la Turquie d'Erdogan a des marges de manœuvre bien limitées. Bien sûr, la République islamique d'Iran a lancé un sérieux avertissement en soulignant que, bien sûr,
la sécurité des frontières iraniennes constituait une ligne rouge. Aujourd'hui même, il y a une rencontre à Moscou entre les chefs de la diplomatie arménienne et azerbaïdjanaise qui, bien sûr, sous l'égide de la Russie, vont lancer des pourparlers. Ceci étant dit, face à l'Iran et face à la Russie, jusqu'où ira en effet la Turquie pour soutenir militairement, notamment entre parenthèses, l'Azerbaïdjan? Je pense que leur moyen d'action est relativement limité face bien sûr à l'axe Russie-Iran, puisqu'il y a quand même une ligne rouge à ne pas dépasser, donc ils ne la dépasseront pas. Je pense qu'aujourd'hui, Erdogan est un homme suffisamment intelligent pour savoir jusqu'où il peut aller dans ses ingérences. Ils savent qu'il y a cette rouge à ne pas dépasser, et je pense sincèrement qu'il ne l'a lui posé de très gros problèmes je dirais à moyen terme. Les conséquences indirectes de ce conflit fait que sa situation économique ne lui permet pas aujourd'hui de pouvoir dépasser une certaine limite. C'est un peu le cas de la France en Afrique où on n'a plus les moyens de mettre de l'essence dans les avions et on veut ingérer dans les affaires africaines. Vous voyez, c'est très comique la situation française. Eh bien, je pense qu'en Turquie, ils sont un petit peu dans ce contexte-là aujourd'hui. Ils sont pris financièrement, politiquement, et il y a bien sûr l'Iran et la Russie derrière. Donc, il est très difficile de pouvoir ingérer dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan d'une façon très ouverte. Donc il l'a fait, on le voit, il a ramené des terroristes de Daesh, il a fourni des armes un petit peu de partout. Il faut dire également que la Russie a une position là également qui n'est pas très nette, puisqu'elle a fourni également des armes à la fois à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, ce qui est à mon avis une terrible erreur au niveau de la politique étrangère, de ne pas avoir pris un bord et bien garder cette ligne. Là, je pense que c'est une très grosse erreur de la part de la diplomatie russe de ne pas avoir agi à ce niveau-là. Mais je pense que ces marges de manœuvre sont quand même relativement limitées, mais il a surtout une marge de nuisance. Vous savez, la nuisance, c'est d'arriver à livrer des armes, à financer des conflits larvés, des conflits internes, et qui vont pourrir absolument toutes les relations dans la région. Et ce pouvoir de nuisance, Erdogan l'a aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable problème pour la région. Merci encore, M. Hugon. Je reprends justement votre dernier mot, ce pouvoir de nuisance, voilà, de la Turquie d'Erdogan. Madame Ideni, bon, on garde ce pouvoir de nuisance parce que je vais y revenir. Alors, dans une récente interview, le président syrien Bachar al-Assad a accusé Erdogan, la Turquie, d'être en effet le principal déclencheur, le principal facteur de déclenchement, de déstabilisation, non seulement dans la région, voire dans le monde ces derniers temps, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, dans la région en général, mais aussi en Afrique. À Chypre, c'est ce conflit autour des forages en Méditerranée orientale. Donc, il paraît aujourd'hui qu'avec le conflit du Karabakh, justement, on voit l'exemple flagrant, l'illustration, en effet, de cette tentative de déstabilisation du président turc. Alors, la question qui s'oppose justement, à qui profiteraient ces agissements, justement, troublants, déstabilisateur de la Turquie d'Erdogan? Je pense à Israël qui continue de vendre des armes, comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur Hugon, mais aussi aux Américains, d'autant plus que vous avez rappelé tout à l'heure, la Turquie aussi fait partie justement de l'OTAN. Tout à fait, en fait, il est... de toute façon, n'oublions pas que c'est un agent de l'OTAN et des États-Unis. Même le président Assad l'avait qualifié aussi dans un discours précédent que c'est un petit agent, en fait, au service des Américains. Donc, en fait, effectivement, il fait ce qui sert les Américains pour lui gagner
un peu de présence face à la Russie et face au reste du monde et face aux autres pays. C'est-à-dire quand il s'adresse à la Russie, il se sent plus fort ou il se montre plus fort parce qu'il a servi les Américains, et quand il discute avec les Américains, il essaye de se montrer plus fort parce qu'il a discuté avec les Russes. Ça, c'est un point aussi, effectivement, mais c'est un fauteur de troubles réels dans toute la région, dans toute la région. Quand je parle de la région, c'est au niveau de l'Eurasie en général, ce qui est aussi un grand projet pour la Chine et pour la Russie, et ajouté donc au projet de la route de la soie et la ceinture, et aussi en mettant aussi en servant aussi objectivement Israël, alors qu'il prétend qu'il est contre Israël, etc., alors qu'en fait il pactise avec eux aussi, parce que la déstabilisation de la Syrie, ça a été bel et bien au service d'Israël et au service des Américains. Donc en fait, réellement, il joue le rôle de l'ensemble il joue le rôle en fait déstabilisateur, pour renforcer la présence israélienne, pour renforcer la présence américaine, et lui tirer plus de miettes de tout ça. Mais plus de miettes ou plus de présence, en fait. Hein. Mais là, je voudrais effectivement saluer la position du président Assad, mais aussi du président Rouhani, qui, de manière très diplomatique, a mis les points sur les i en disant il ne faut surtout pas dépasser les lignes rouges, comme vous l'avez bien dit. Et par contre, il a proposé effectivement d'être médiateur pour l'Azerbaïdjan et l'Arménie et tous les pays en conflit. Je voudrais rappeler quand même que la présence russe par rapport aussi bien à l'Azerbaïdjan que par rapport à l'Arménie, elle est très forte, hein, et que effectivement les lignes rouges ne seront jamais dépassées par la Turquie, sinon il aura une bonne raclée, le Erdogan. Mais sinon, par contre, là, c'est une agitation, mais à mon avis, qui est tout à fait contrôlée et contrôlable par l'Iran et par la Russie, qui sont les deux pays où la Turquie se frotte à leurs frontières pour allumer des mèches à leurs frontières. Mais ça, je crois que ça se retourne aussi contre lui, parce que je rappelle quand même que la Russie comme l'Iran et la Turquie font partie de l'ensemble du groupe Astana, qui était garant aussi pour la baisse des tensions dans la région et pour lutter contre le terrorisme dans la région. À partir du problème syrien, et il y a eu plusieurs réunions, effectivement, avec la Russie, avec l'Iran, mais aussi ont été présents Merci infiniment, Madame les Midani. Américains et certains pays aussi européens. Mais donc, tout ça, c'est en fait, c'est lié, et il essaye de jouer de toutes ces contradictions pour tirer aussi le maximum par rapport à la Turquie, qui est en déclin effectivement économique, mais aussi ses amis américains sont aussi en déclin économique et en plein problème social, et Israël aussi en plein problème social. Merci, Madame Midani. En train de s'éclater. Merci infiniment, Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales. Je remercie également Philippe Hugon, journaliste et analyste politique, d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous et à tous les spectateurs aussi. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.